Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Панове, президент України. Василий Петрович. Да. Че сидим-то? Выходим из лимузина. Выходим. Так, стоим здесь? Да. Носочки ровно. Глаза закрыли, открыли. Так лучше. Пойдем. Идем, да. Un comédien a vraiment été élu président de la République. Дорогие украинцы, Неплохо. Только не бубнить все под нос. это огромное доверие и большая ответственность. Какая президентская походка? Да? Да я так не Получится, все сделаем, да. Volodymyr Zelensky, dans son rôle prémonitoire de serviteur du peuple, à voir sur arte.tv. Bonjour à tous, bienvenue dans une émission spéciale, une émission crossover entre les podcasts intersaison et Histoire en série. Une émission qu'on a décidé de faire avec aujourd'hui Marjolaine Boutet. Bonjour Marjolaine. Bonjour Nicolas. Alors Marjolaine, vous êtes maîtresse de conférences HDR à l'Université Jules Verne de Picardie et puis vous êtes aussi chroniqueuse série sur l'excellente émission de Xavier Le Herper, 1 heure en série sur France Inter. Et puis on est aujourd'hui aussi avec Emmanuel Taïeb. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel, vous êtes donc professeur à Sciences Po Lyon et puis vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Saison et vous participez à tous les numéros d'intersaison. Donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, tous les trois, on pourrait peut-être faire une émission sur une série qui colle vraiment avec l'actualité, qui a été d'ailleurs mise en avant par l'actualité. C'est la série Le serviteur du peuple avec comme héros principal le président ukrainien qui est devenu d'ailleurs président après, on va en reparler. Peut-être Emmanuel, est-ce que vous pourriez pour commencer l'émission nous présenter le pourquoi on a décidé de faire dans Intersaison et dans Histoire en série cette émission-là? Il y a eu quelque chose de l'ordre de la nécessité, de notre point de vue, à faire cette émission spéciale, dès que l'invasion de l'Ukraine a commencé et que concomitamment, la première saison, il y en a 3, de la première saison de Serviteur du Peuple a été mise en ligne sur arte.tv. On s'est dit qu'il fallait une contribution de saison, une entrée dans ce conflit-là à notre manière, nous, à la manière de gens qui regardons et travaillons sur des séries, sur des images, sur de la fiction, pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice de l'analyse de cette guerre, sachant que, et c'est ça aussi qui nous a beaucoup frappé, il y a quelque chose d'absolument vertigineux à voir cette série aujourd'hui, parce que premièrement, on est dans un cas assez sans précédent d'une série, disons, autoprophétique, qui met en scène le personnage joué par Volodymyr Zelensky, donc un prof d'histoire, Marjolaine Boutet le dira, mais un prof d'histoire qui devient président de l'Ukraine, et que cette série-là a été le moteur de la propre élection de Zelensky à la présidence de l'Ukraine en mai 2019, et ça, c'est sans précédent. On avait déjà eu le cas d'acteurs qui devenaient présidents comme Reagan, on avait Arnold Schwarzenegger qui était devenu gouverneur de Californie, mais pas après une fiction, et pas après une fiction qui mettait précisément cet événement-là en scène. Et donc, c'est une série qui a rendu Zelensky célèbre dans son pays, encore plus célèbre parce qu'il l'était déjà, et qui apparemment a permis son élection. Donc, série assez vertigineuse de ce point de vue-là. Et puis, peut-être deuxième élément, parce que pour beaucoup de spectateurs, en tout cas c'est mon cas, ça permet de découvrir l'Ukraine contemporaine, son architecture, les routes, la modernité, la beauté de certains quartiers, et on découvre cette Ukraine au moment même de sa destruction. Et donc, il y a un sentiment saisissant quand on regarde ces images, parce qu'on se demande, ce que sont devenus tous ces acteurs, tout ce peuple. Est-ce que cet immeuble est encore debout ou est-ce qu'il a été bombardé ou détruit? Et donc, on voit aussi ces acteurs-là en se disant, aujourd'hui, on est très peu de temps après la série. Aujourd'hui, ces acteurs-là, ces gens-là sont victimes ou sont réfugiés. Et donc, quand on regarde Serviteur du Peuple, au fond, on regarde une série où l'histoire est en train de se faire. Voilà. Peut-être un mot avant de laisser Marjolaine présenter la série. Elle le dira, il faut quand même rappeler qu'on est en présence d'une série humoristique, une série politique humoristique, avec un côté très café-théâtre. Voilà. J'en dis pas plus, je laisse Marjolaine et on en reparle ensemble.
Merci Merci beaucoup, beaucoup, Emmanuel. Emmanuel. Donc, oui, moi, alors, Serviteur du peuple, moi, je l'ai découverte pour l'émission Une heure en série qu'on a enregistrée en décembre 2021. Ça paraît très, très, très loin. Donc, c'est une série que j'ai découverte avant la guerre. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est de voir à quel point on la regarde différemment selon le contexte. Et je trouve que c'est vraiment un enseignement intéressant. Donc, c'est une série qui a été diffusée sur la chaîne de télévision ukrainienne 1+1 de 2015 à 2019 et qui met en scène donc Volodymyr Zelensky, qui à l'époque est un comédien vraiment très connu des publics à la fois ukrainiens et russes parce que il est bilingue, il a grandi dans la partie russophone de l'Ukraine et en réalité sa langue maternelle c'est le russe, et ce qui lui a permis d'accéder à une très grande notoriété grâce à sa capacité à faire rire en russe, qui est une langue qui est à la fois comprise par les Ukrainiens et aussi bien sûr par le public russe beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu. Et donc, il a commencé très tôt à faire ses sketchs, des sketchs télévisés, puis à présenter des émissions. Il a même gagné Danse avec les stars en son temps. Et c'est quelqu'un aussi qui est un producteur, c'est pas seulement un comique. Et quand on regarde la série Drôle en ce moment sur Netflix, on voit à quel point faire rire demande du talent, du travail et de la souffrance. Donc, il est aussi producteur de ses propres émissions, avec son émission, sa société de production qui s'appelle Studio Quartier 95, qui est le quartier dans lequel il a grandi. Et cette série, comme tout ce qu'il a fait précédemment, et je trouve que ça éclaire bien le personnage, est une série, on va dire, amicale. Il a fait tous ses sketchs avec ses amis d'enfance, et c'est assez rigolo quand on les voit maintenant, ces sketchs de la télévision russe des années 2010. On retrouve ces mêmes acolytes finalement dans des rôles de ministres dans la série Serviteur du peuple. Serviteur du peuple, ça a été écrit aussi avec sa femme, qui est une ancienne camarade d'études. Donc, c'est des gens qu'il connaît depuis très très longtemps, et il y a vraiment ce côté quasiment familial au sens de la famille, des amis choisis dans cette entreprise. Et on voit ça vraiment dans la série où finalement c'est la loyauté, c'est le groupe, c'est l'amitié qui permet de se sortir des situations difficiles. Alors en l'occurrence dans la série entre 2015 et 2019, donc il incarne un professeur d'histoire qui est élu président donc, de l'Ukraine sur un discours anti-système, anti-corruption et une volonté dégagiste qui était vraiment, je crois, on va dire, très, très forte, et qui l'est encore dans la plupart des pays occidentaux, que ce soit ce qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 ou l'élection de Trump en 2016, pour montrer là encore la variété des résultats de ce type de discours. Et donc, au départ, et nous on voit la première saison, on est, comme Emmanuel l'a dit, dans une comédie politique, dans une satire avec donc ce Candide qui découvre le milieu de la politique ukrainienne, la présence toujours cachée et toujours dos à la caméra des oligarques qui contrôlent la réalité du pouvoir, des ministres plus ou moins compétents, et puis des situations bien sûr comiques où, encore une fois, la naïveté du personnage est toujours confrontée à la réalité de la situation et une complexité, alors une complexité toute relative, mais en gros les habitudes de corruption qui ont lieu et qui sont une réalité en Ukraine depuis l'indépendance.
On est effectivement en présence d'une farce. Il faut, voilà, Marjolaine a dit une satire. C'est dans la lignée de Thick of It, de VIP, de Parlement, la série française de Noé Debré. Et donc, ça joue beaucoup sur le comique de situation, les gags visuels, des quiproquos. Il y a même, alors le propos s'épuise un peu quand même sur la fin, mais enfin voilà, il y a 2-3 épisodes qui sont plutôt des petits moments romantiques. Enfin voilà, on va un peu vers la comédie romantique. Et puis tout est toujours au cas où on aurait un doute, souligné par une petite musique, voilà, qui relève un peu du cabaret ou du cirque. Bon, mais c'est effectivement complètement dans la lignée de ce que faisait Zelensky et sa troupe, parce que c'est effectivement toujours les mêmes. Et c'est l'idée-là de la politique vue par le Candide, je dirais même de la politique vue par le bouffon du roi. C'est suggéré, il y a un épisode qui le suggère. Et puis évidemment, ce qui est là aussi intéressant, c'est que c'est le bouffon est devenu roi dans la vraie vie, avec aussi toute l'ambiguïté qui consiste à dire que peut-être l'actorat et le théâtre et la politique, ça se ressemble. En tout cas, il y aurait les mêmes ressorts de fonctionnement, de posture, les mêmes ressorts médiatiques. En tout cas, ici, un acteur qui devient président. Donc, dans la fiction, un prof d'histoire qui devient président, et dans la vraie vie, cet acteur-là qui devient président. En tout cas, oui, pardon. Non, vas-y, pardon. En tout cas, c'est évident que le talent de Zelensky pour la mise en scène et la mise en scène de lui-même et des situations a été totalement mis à profit dans sa campagne présidentielle, et lui-même joue constamment sur l'ambiguïté entre son personnage de fiction et entre ce qu'il est et ce qu'il incarne. Et il a dit dans des interviews qui ont été diffusées récemment dans des documentaires que lui ont consacrés Arte, que finalement l'écriture de cette série lui a permis d'affiner et d'affirmer ses positions politiques. Donc il y a ce jeu constant, et c'est vrai que moi je pense tout le temps à The West Wing, évidemment, la série politique majeure. C'est comme si finalement Martin Sheen s'était présenté à l'élection présidentielle américaine en disant je vais être Jed Bartlett, ce président magnifique, merveilleux et qui a toutes les qualités. Donc, on avait beaucoup joué déjà sur ce jeu-là entre le David Palmer, donc le président noir de 24 heures chrono, et l'élection d'Obama. Là, avec Zelensky, on a vraiment cette collusion entre la fiction qui précède la réalité, et pour les Ukrainiens aussi qui ont voté pour Zelensky, et en particulier les jeunes, il y a eu aussi dans les deux années qui ont suivi son élection une déception assez forte, parce que confronté à la réalité et à une complexité bien plus grande des enjeux politiques de l'Ukraine réelle, Zelensky n'a pas fait de miracle. Et pourtant, nouveau retournement de situation, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est cette déclaration de guerre qui transforme le bouffon, parce que là aussi, Zelensky, on l'avait vu au moment de ce scandale donc de la campagne américaine de 2020, où Trump l'a appelé pour essayer de le corrompre et d'obtenir des informations sur Hunter Biden. Et il y a cette conférence de presse où vraiment on voit que Zelensky ne sait pas quoi faire face à Trump, et est extrêmement gêné de cette situation et de ce scandale. Donc, un président que finalement on se disait c'est un comique, il a été élu un peu par hasard, il va passer, et finalement il n'est pas fait pour ça. Eh bien, la guerre en Ukraine, et je pense aussi que si Poutine a décidé d'attaquer, c'est parce qu'il méprisait aussi son opposant Zelensky. Eh bien, cette phrase qui va rester dans l'histoire, évidemment, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes, le fait immédiatement entrer dans l'histoire avec un grand H, cette fois-ci en tant que chef de guerre, et avec une maîtrise du récit de la guerre, parce que la guerre, c'est surtout la représentation du récit et de l'interprétation, des références à Churchill, à Roosevelt, vraiment une maîtrise de cette mémoire des guerres et de ces discours guerriers, et une maîtrise aussi des réseaux sociaux qu'il avait avant, mais vraiment, et qui en fait, pour le coup, une vraie figure
historique, et je trouve quelqu'un de tout à fait révélateur de notre époque et de notre génération, et qui, après avoir été moqué, devient un modèle, et un modèle non seulement de conduite de la guerre, mais aussi de communication politique. Peut-être un mot, Nicolas, sur ça. Alors on est un peu sur une ligne de crête, mais si on compare la gestuelle et les postures du personnage de Vassili dans Serviteur du peuple et du Zelensky chef de guerre, il y a eu une rupture totale. C'est-à-dire que Vassili dans la série est très volubile, très agité, bouge beaucoup les mains, fait des petits pas de danse. Voilà, il vient avec sa petite mallette le matin et puis on a l'impression qu'il virevolte un peu. Il a fait un pari avec ses étudiants pour dire qu'il va pouvoir taper les 2 talons en sautant. Bon, et donc voilà, il fait du vélo. Bon, donc il y a quelque chose d'un corps très en mouvement, un peu agité, un peu théâtral évidemment. Et le Zelensky actuel, qui évidemment est bunkérisé, est un Zelensky qui prend des postures, alors je dirais pas martiales, même s'il y a le t-shirt kaki, mais beaucoup plus posé, avec l'idée d'avoir d'être calme, d'être rationnel, d'avoir une légitimité très forte. Il n'a pas le même visage, hein, évidemment. Là, il a les traits aujourd'hui très tirés. Il a un début de barbe. Il est beaucoup assis. On le voit, nous on le voit dans les visioconférences qu'il fait. Et puis évidemment le signe du point levé qu'il fait 1 ou 2 fois dans la série, mais de manière beaucoup plus rapide. Et donc, on voit bien là l'adoption d'autres types d'exercices corporels aujourd'hui comme chef de guerre qui tranche complètement avec le président qu'il incarnait dans la série. Oui, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans son personnage, finalement, dans sa persona en tout cas, en termes de représentation de la virilité. Notamment quand on compare à Poutine et cette mise en scène d'une virilité extrêmement agressive, guerrière, le chasseur, etc. Zelensky, qui est plutôt petit, plutôt rondouillé, même s'il se met beaucoup en scène en train de faire du sport, qui est vraiment le type lambda, et c'est là-dessus qu'il a fait toute sa carrière de comédien. Eh bien, malgré tout, ça ne l'empêche pas d'incarner le chef de guerre, mais un chef de guerre qui a des amis, et d'ailleurs, il y a toutes ces vidéos où il est entouré de ses ministres, etc., qui font 2 têtes de plus que lui, qui sont des baraques absolues, et malgré tout, c'est lui qui est devant, et c'est lui qui dégage un charisme dingue. Il se met en scène aussi comme père de famille, attaché à sa femme, attaché à ses enfants, alors que Poutine, lui, a toujours vraiment caché la moindre vie privée ou le moindre attachement à des femmes ou des enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il se met en scène aussi bien avant la guerre, mais encore plus pendant la guerre en tant que père. Il avait une de ses premières décisions quand il avait été élu, il a dit « Je ne veux pas qu'il y ait mon portrait dans les lieux officiels. Je préfère que vous mettiez les photos de vos enfants parce que c'est pour eux que vous allez travailler », et on voit déjà cette maîtrise de la narration, du récit et du sens qu'il entend donner à l'action politique et à l'action guerrière. Et je trouve vraiment qu'en termes de représentation de la masculinité et de la masculinité en guerre, il incarne autre chose, et je trouve ça très libérateur finalement, et très novateur par rapport aux images de guerre qu'on avait depuis la Première Guerre mondiale, à peu près, même avant. J'aurais aimé tous les deux qu'on revienne maintenant sur le contexte de production, alors sans rebondir sur tout le contexte géopolitique depuis la fin de la guerre froide, mais voir comment cette Ukraine, qui est apparue en 1991, après l'explosion de l'URSS, s'est peu à peu autonomisée par rapport aux grands frères russes voisins. Et puis, 2014, arrive l'événement de Maïdan qui, là, va accélérer un peu, j'allais dire, l'histoire. Et c'est dans ce contexte-là, cette accélération de l'histoire, ce rapprochement aussi de l'Ukraine, de l'Europe, qui fait si peur à Vladimir Poutine, que la série est enregistrée et passe sur les ondes ukrainiennes. Oui, alors on est vraiment dans effectivement une définition géopolitique qui est celle des limites de l'Europe. Et c'est vrai que moi, je fais cours de l'histoire de l'Europe à mes étudiants de L1, et les limites nord, sud et ouest de l'Europe sont à peu près claires.
À l'Est, en revanche, où est-ce qu'on arrête l'Europe? C'est très compliqué et ces plaines de Pologne, d'Ukraine et de Biélorussie sont historiquement des endroits contestés. Et la question de est-ce que la Russie ou pas fait partie de l'Europe ou pas, c'est aussi quelque chose d'extrêmement ancien sur des siècles et des siècles. Et donc l'Ukraine fait partie, comme la Pologne, de ces territoires contestés qui apparaissent, qui disparaissent au gré des ambitions et des empires. Plus récemment, évidemment, donc l'Ukraine fait partie de ces républiques soviétiques qui ont acquis leur indépendance à la chute de l'URSS en 1991 et qui ont connu un destin politique, en tout cas au départ, assez proche de la Russie, avec une démocratie corrompue, avec la présence d'oligarques et qui était globalement, on va dire, dans la périphérie du pouvoir russe. Ce qui a changé avec la révolution Maïdan de 2014, c'est la découverte du sentiment de la population et du désir de la population de se rapprocher de l'Union européenne, puisque c'est ça le déclencheur de Maïdan, mais aussi avec un discours de refus de la corruption, de refus du pouvoir des oligarques. Et on était, dans ce début des années 2010, c'était aussi, on va dire, le prolongement des printemps arabes et de toutes ces révolutions nées sur les réseaux sociaux déjà, et de mobilisation de la population contre des pouvoirs présumés corrompus, conservateurs, etc. Et donc, serviteur du peuple, qui paraît sur les écrans ukrainiens en 2015, est vraiment le produit de cette révolution-là, le produit de ce ras-le-bol-là, et le produit aussi de cette inquiétude, parce que la révolution Maïdan a été le prétexte pour Vladimir Poutine d'invasion de la Crimée et de récupérer la Crimée au sein de la Russie. Et c'est à ce moment-là que aussi la guerre a commencé dans le Donbass, parce que là encore, on a l'impression de voir Zelensky devenir chef de guerre du jour au lendemain, mais là aussi, un de ses thèmes de campagne en 2019, c'était de mettre fin à la guerre dans le Donbass, qui durait déjà depuis 5 ans, donc en 2019, et il a fait beaucoup, là encore, de visites dans le Donbass, de rencontres avec les troupes ukrainiennes, et on le voyait déjà dans les tenues kaki qu'il arbore aujourd'hui. Donc la guerre n'est pas une nouveauté pour les Ukrainiens, mais évidemment, elle a pris une échelle et une dimension tout à fait inégalée ces dernières semaines. Mais donc voilà, donc il y a tout ce contexte-là de la question donc de l'Ukraine. Est-ce que ça va vers l'Est ou est-ce que ça va vers l'Ouest? Et évidemment, une question qui est là encore récurrente dans l'histoire de la Russie, est-ce qu'ils vont être envahis par l'Occident? Et c'est une peur qui était déjà celle de Staline et probablement celle de beaucoup de tsars avant lui, voilà, et qui explique aussi la violence de l'agression russe et l'incapacité pour l'instant de Poutine à mettre fin au combat. Il y a effectivement dans la série énormément de références à l'histoire. On va en dire un mot. Il y a des apparitions de personnages historiques, alors pas forcément tous ukrainiens d'ailleurs, mais il y a beaucoup de références à l'histoire de l'Ukraine, à la position de l'Ukraine, à la fois sa position territoriale, sa position comme sujette, la présence de pays très influents qui ont essayé d'en faire justement de faire de l'Ukraine leur zone d'influence, le rappel de la période soviétique. Et je pense que évidemment c'est très habile de la part de Zelensky d'avoir fait de son personnage principal, donc Vassia, un prof d'histoire, parce que c'est quelqu'un qui va non seulement connaître l'histoire, mais incarner quelque chose de l'histoire de l'Ukraine et incarner ce qu'est devenu l'Ukraine, c'est-à-dire un pays indépendant. Et donc il y a énormément de rappels dans la série qui sont faits
parler de l'histoire ukrainienne. Il y a derrière lui, quand il fait court, une grande carte de l'Ukraine. Il va, lui, en tant qu'homme politique, à plusieurs reprises, tenir des discours un peu lyriques et marquants qui vont appeler à l'unité du peuple ukrainien, des discours qui vont rappeler toutes les ressources dont dispose ce peuple, son énergie, sa liberté. Et c'est souligné à chaque fois dans la mise en scène par une caméra qui va venir avancer vers son visage, souriant ou exalté ou marqué ou fort. Et ça, effectivement, il y a dans la série, c'est directement Zelensky qui tient ce discours-là à travers son personnage d'un appel à l'unité ukrainienne et à la grande histoire, ukrainienne. De la même façon, et Marjolaine l'a rappelé, la question de l'Europe revient à plusieurs reprises dans la série. Il y a un moment un gag autour d'une fausse joie qui est faite au personnage qui reçoit un appel d'Angela Merkel ou du bureau d'Angela Merkel qui lui dit « c'est bon, ça y est, l'Ukraine adhère enfin à l'Europe » et puis pas de bol, on s'est trompé, en fait on voulait appeler le président du Monténégro mais on vous a appelé vous, donc voilà, il y a une espèce d'énorme fausse joie, mais l'adhésion à l'Europe, elle est en sous-texte, voire en texte, voire c'est un horizon d'attente permanent. Et au 23e épisode, le personnage de Vassili dit « on va en Europe ». Et on va essayer d'échapper à la zone d'influence de la Russie. On va en Europe et ça va être notre Zanderweg à nous, ça va être notre chemin à nous. Il le dit plusieurs fois en disant on va se tourner de ce côté-là. Voilà, on va pas du tout se tourner vers la Russie, on va se tourner vers l'Europe et tant pis si du point de vue des autres ça ne correspond pas à la position que vous voudriez qu'on tienne ou si ça ne correspond pas à ce que vous pensez de l'histoire ukrainienne. Notre histoire à nous va s'écrire en Europe avec tous les pays qui sont aux alentours, la Roumanie, la Pologne, et puis au-delà même l'Allemagne et la France et l'Italie. Bon, et donc dans la série, ces références à l'Europe de l'Ukraine, ce désir d'adhérer à l'Europe revient à plusieurs reprises. Oui, c'est intéressant parce que on est dans la série et encore aujourd'hui vraiment dans une tentative de création nationale et de création d'un récit, d'un roman national qui vraiment forge l'identité ukrainienne et une identité et la guerre là le confirme, qui cherche à détacher l'Ukraine de la Russie et à vraiment insister sur les différences entre ces deux peuples. Et d'ailleurs, Zelensky, dans ses discours qu'il adresse aux Russes, ne cesse de répéter « Nous avons une histoire différente depuis 30 ans, depuis les années 90, mais on n'a pas célébré, par exemple, les mêmes victoires au football, on n'a pas vu les mêmes films, on n'écoute pas tout à fait les mêmes chansons, on ne lit pas les mêmes auteurs. Et donc, c'est aussi une création à la fois ancrée dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire très récente et la culture ukrainienne qu'il veut et qui est, en tout cas pour l'ouest de l'Ukraine, de façon assez évidente, tournée vers l'Europe et ce désir de démocratie qui est très ambivalent parce que, pour le cas de la Pologne, on était plutôt dans un rejet de la démocratie ces dernières années. Donc, je trouve que c'est vraiment remettre au centre cette question de l'Europe de l'Est et pour revenir aussi sur la géographie, si la Pologne et l'Ukraine sont des territoires aussi contestés, c'est que c'est des plaines immenses et que c'est finalement très facile d'y faire passer des chars, même si là, la Russie semble quand même tomber sur pas mal d'obstacles, mais voilà, c'est ça qui est aussi au cœur des enjeux de ces territoires très difficiles à délimiter. Parmi les apparitions de personnages, il y a une apparition de Yaroslav le Sage,
qui a vécu durant l'an 1000 et qui a été grand prince de la Rousse et qui rappelle l'européanité historique de Kiev et le rayonnement de la cour de Kiev, sachant que ce Yaroslav le Sage a donné, alors il rappelle l'importance du mariage et de la dot, et il a lui-même donné en mariage ses filles et ses fils à la plupart des cours européennes de l'époque. Et donc, voilà, l'idée ici est de bien marquer une appartenance très ancienne à l'Europe, quelles que soient les frontières qu'on lui dessine, et qu'en tout cas, l'Europe d'il y a 1000 ans, bien avant l'Union européenne, eh bien, Kiev en était l'un des centres. Il se trouve que moi, j'ai regardé juste avant la 6e saison de Vikings, et dont une partie de l'intrigue se déroule à Kiev, avec on voit la puissance déjà de ce centre politique bien avant Moscou. Oui, c'est ce qui fait de Kiev un enjeu politique majeur entre la Russie et l'Ukraine, de façon très évidente. Et c'est intéressant là encore de voir que, comme toutes les nations européennes, c'est le Moyen-Âge qui est perçu et raconté comme l'origine des nations. Oui, effectivement, hein, le parallèle d'Emmanuel avec Vikings, la saison 6 est clair là-dessus. Hein. On a là aussi, hein, et c'est ce qui fait que, comme le dit Marjolaine à l'instant, les Russes revendiquent cet espace-là parce qu'il est quelque part le berceau de leur civilisation. C'est assez important. Alors, on va revenir sur la série elle-même. Il y a une thématique quand même qui est essentielle et qui va servir d'ailleurs de tremplin à la campagne de Zelensky en 2019. C'est la question de la corruption. J'aimerais qu'on l'évoque ensemble maintenant, s'il vous plaît, parce que là aussi, c'est quelque chose qui peut-être aussi, vu de notre côté occidental, est important dans ces milieux d'Europe de l'Est. On a parlé des oligarques, par exemple, ces personnages qui jouent un rôle quand même dans l'ombre, très riche, très argenté. Et donc, quelque part, Zelensky a été élu sur cette thématique-là, et thématique qu'on évoque dans la série. Peut-être Marjolaine commencer à évoquer cette thématique-là. Oui, alors la corruption, là encore, dans ces pays qui ont fait partie de l'Empire russe puis de l'URSS, c'est une réalité très ancienne qui remonte au moins à l'Empire russe, si ce n'est avant, qui était aussi très fréquente dans l'URSS, puisque c'était une façon de contourner les règles très rigides de répartition des richesses du régime soviétique. Et puis, évidemment, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, ce sont de nouveaux potentats locaux, on dirait, ces fameux oligarques qui, grâce à la spéculation au moment de la privatisation des biens publics, dans les années 90, ont bâti des fortunes colossales, fondées aussi sur un système mafieux de corruption, de services rendus. Il y a quelque chose de profondément culturel dans ces pratiques. Et je trouve que la série le montre très bien. J'ai en tête un épisode, alors je crois que c'est vers l'épisode 15, mais je ne me souviens plus exactement, où il est question des routes. Et cet épisode m'a marqué parce que au tout début, donc le personnage incarné par Zelensky donne comme exemple de réalisation de travaux publics merveilleux le viaduc de Millau en France, et donc en disant si les Français ils sont arrivés aussi vite et aussi bien, etc. Nous Ukrainiens, on devrait faire pareil. On devrait également y arriver. Et l'épisode ensuite déroule et déploie le système de corruption qui fonctionne en fait en escalier et qui ne concerne pas que les élites, ce qui était son discours premier en disant on va se débarrasser des élites corrompues, etc. Et ensuite le peuple ukrainien va pouvoir prendre les choses en main. Et bien là, on se rend compte que ce peuple ukrainien, y compris le propre père du président qui est chauffeur de taxi, le système entier finalement repose sur le système de corruption ou de bakshish, on dirait dans les pays du sud de la Méditerranée pour le coup, ce système de bakshish et de services rendus qui permet aux choses de se passer ou pas de se passer, et on voit bien là encore la difficulté à changer des pratiques culturelles et arriver à une efficacité des services publics et des transports publics. Moi, j'ai trouvé ça
assez savoureux et assez juste vraiment sur ces lourdeurs et ces héritages culturels qui font que l'adaptation au système occidental, même si elle est souhaitée, eh bien, n'est pas aussi simple et aussi rapide que le voudrait Zelensky. Oui, moi j'abonde dans le sens de Marjolaine. Je pense qu'effectivement la série expose le système de la corruption, que c'est vraiment son point nodal, c'est-à-dire que ça revient quasiment dans tous les épisodes, et qu'il n'y a pas, dans la perspective de Zelensky, dans son écriture, il n'y a pas d'absolution du peuple. C'est-à-dire que, en fait, le mécanisme de la corruption, qui évidemment est un problème et gêne les réformes, parce que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que ça vient bloquer les politiques publiques, et l'exemple des routes, c'était ça aussi, c'est-à-dire finalement on ne fera pas les routes parce que tout le monde s'est servi au passage et que l'argent public il s'est évaporé avant même d'atteindre les ouvriers qui devaient faire la route, et les ouvriers eux-mêmes ont pris de l'argent au passage. Et donc le mécanisme est généralisé au sens où, on va le dire un peu comme ça, il y a un ruissellement de la corruption. C'est-à-dire qu'on a au plus haut niveau effectivement ces oligarques, alors qui sont récurrents, qui sont filmés comme les méchants de James Bond. Au début, on les voit pas très bien, ils jouent au Monopoly, bon, ils tirent un peu les ficelles de tout le monde. D'ailleurs, pas toujours très bien. Bon, ils sont un peu ridiculisés par moments, mais ils ont beaucoup de pouvoir. Et puis ensuite, en dessous d'eux, il va y avoir une corruption des élus, la corruption des ministres, la corruption des fonctionnaires de moyenne catégorie. Chacun va voler l'argent de l'État, chacun va s'acheter des maisons, va s'acheter des biens de luxe, et à la fin, il reste plus rien pour la collectivité. Et donc, la série, de ce point de vue-là, est pas du tout angélique. Elle est même plutôt dénonciatrice, et elle montre que même des personnages sympathiques, hein, même effectivement le propre père de Vassili, même sa propre famille vont céder à leurs démons et vont profiter du système. Donc la corruption, c'est aussi bien celle des élites que celle du peuple, et en fait, elle est consubstantielle au fonctionnement même de la société. Il y a une tirade, alors pour le coup, c'est effectivement dans l'épisode 15 de Vassili sur les Ukrainiens, où il raconte, alors le sous-titre français dit comment les Ukrainiens deviennent des beaufs, mais en tout cas, comment les Ukrainiens vont perdre leurs idéaux, devenir des types, pas forcément dans la vertu, vont perdre leur morale, et que tout le monde, à partir d'un certain âge, va devenir comme ça. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de dire, au fond, le problème peut bien sûr venir des élites corrompues et bien sûr venir des oligarques, mais la population a aussi sa part de responsabilité. Et donc, si on veut fonder une vraie démocratie, il va falloir quand même qu'il y ait une espèce d'aggiornamento moral de l'ensemble de la population. Voilà. Peut-être un mot quand même sur le fait, ça m'a beaucoup frappé parce qu'on ne le retrouve pas dans d'autres séries politiques, quand Vassili Petrovitch est bombardé, propulsé président de l'Ukraine, son accession à ce monde politique, alors il y a plein de gags relatifs à la découverte du protocole, etc., mais l'accession même au monde politique est comprise comme ouvrant la porte à la corruption. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans la série, et c'est probablement le cas en Ukraine, entre la politique et le luxe. Et donc, dès qu'il est élu, dans le premier épisode, le Premier ministre va lui demander, par exemple, de choisir une montre hors de prix, comme si, effectivement, dès qu'on était élu, il fallait basculer dans le luxe, il fallait basculer dans l'ostentatoire et tenter de copier ou de singer le mode de vie des oligarques. Et donc on entre en politique. Quand on entre en politique, on devient presque un oligarque avec le manoir, la domesticité, les conseillers, etc. Alors Zelensky va refuser tout ça, mais c'est intéressant dès le début de dire, quand on est élu, il va falloir avoir les signes de pouvoir sont d'abord des signes de richesse. Oui, moi je trouve ça très intéressant aussi la façon dont Zelensky en fait présente dans la série le nationalisme comme une réponse à cette corruption et comme une réponse à cesser de penser à vos petits intérêts justement et de rêver au manoir, à la datcha et à la belle voiture et pensez-vous en ukrainien et pensez collectif et pensez au bien commun. Et je trouve là aussi c'est un discours qu'en Europe occidentale on n'ose plus avoir et on n'ose plus tenir pour des raisons historiques tout à fait évidentes, mais cette présentation du nationalisme comme réponse à la corruption et comme on va dire remède moral finalement au défaut de la société ukrainienne me paraît tout à fait intéressante
encore plus dans le contexte guerrier d'aujourd'hui, où évidemment, là pour le coup, le nationalisme devient la seule réponse possible face à l'agression. Donc je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui montrent cette société à la fois comme européenne par des tas d'aspects, mais aussi profondément non européenne, en tout cas non occidentale, profondément orientale dans beaucoup d'autres aspects, et parce que la culture et l'histoire, même si elles sont proches, ne sont pas les mêmes. Découvrir le serviteur du peuple, c'est aussi découvrir une Ukraine peut-être qu'on a oubliée, ou en tout cas que beaucoup d'Occidentaux ne connaissaient pas, parce qu'aujourd'hui, on est abreuvé d'images, malheureusement, de destruction, de bombardements, de victimes. Et alors qu'on se rend compte finalement, quand on regarde la série, qu'on a filmé un pays qui est, en tout cas, la capitale, Kiev, relativement moderne et relativement, on l'a dit, hein, qui tente de s'ancrer vers cette Europe. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur cette question-là, dans la façon dont le pays est montré, et Zelensky a voulu le montrer à travers sa série? Marjolaine? Oui, alors c'est difficile parce que je ne connais pas l'Ukraine en réalité, et ce que j'en vois, c'est passé à travers la série, puis maintenant à travers les images de la guerre qu'on peut voir sur les différents réseaux sociaux et autres chaînes de télévision. Donc j'ai pas d'expertise sur le sujet. Ce que je sais en me documentant là encore par des sources externes, c'est que c'est un pays extrêmement agricole. Voilà, ce sont des grandes plaines céréalières, avec une population rurale qui est encore très traditionnelle dans son mode de vie et dans ses valeurs, qui sont des valeurs chrétiennes orthodoxes tout à fait classiques. Et je pense que c'est à ce peuple-là que Poutine essayait de faire appel en leur demandant de rejoindre la Grande Russie. Et il y a bien sûr le peuple des villes, et des villes que l'on découvre aussi, là encore, à travers les images de télévision, que l'on découvre cosmopolites, que l'on découvre extrêmement modernes, avec des étudiants étrangers d'Europe et d'ailleurs qui sont venus faire leurs études non seulement à Kiev, mais aussi à Kharkiv, qui est une très grande et très ancienne ville universitaire. Et là encore, ça la relie à ce réseau d'universités européennes et ces circulations de jeunes. Il y a évidemment donc une maîtrise des réseaux sociaux, du langage, des mèmes, de l'anglais et parfois du français, qui là encore ancre cette jeunesse et cette population urbaine ukrainienne vraiment pour le coup dans l'Occident et la modernité de façon générale, mais on retrouverait les mêmes choses dans les villes de Hong Kong ou d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment ce mode de vie qui est de plus en plus similaire dans toutes les grandes villes du monde, et les grandes villes ukrainiennes ne font pas exception. Donc ça c'est intéressant. Il y a aussi dans la série cette mise en scène donc des médias omniprésents, et ces journalistes qui sont toujours très jeunes, jolies, mais en même temps intelligentes, perspicaces, et qui ne se laissent pas avoir par les ors du pouvoir ou par des manifestations de masculinité un peu traditionnelles. Donc il y a toutes ces tensions-là, tous ces enjeux-là que j'ai trouvé très intéressant, parce que là encore, les séries du monde nous permettent aussi d'avoir une fenêtre sur ces sociétés, et des fenêtres peut-être plus longues parfois et plus quotidiennes que les films, parce qu'on peut voir aussi des films ukrainiens, et je trouve que c'est assez formidable. Enfin, aujourd'hui, pour revenir aux séries, puisqu'on est dans un podcast quand même qui parle de séries, pour revenir à ces plateformes diverses et variées qui nous permettent d'accéder à des centaines de milliers de séries. Dans ces centaines ou ces milliers de séries, on peut voir des séries autres qu'occidentales, ou des séries
de pays qu'on ne connaît pas et qu'on peut visiter. Alors évidemment, enfin, voilà, on a discuté des différences entre les représentations et la réalité, mais il n'empêche que c'est tourné en Ukraine et on voit des intérieurs et on voit des paysages, on voit des villes et on voit des façons de s'habiller, de vivre, d'avoir des relations avec d'autres hommes ou d'autres femmes qui sont particulièrement intéressantes et effectivement aujourd'hui qui prennent vraiment une dimension. Enfin, moi maintenant j'ai beaucoup de mal à re-regarder cette série parce que dès que je vois effectivement Zelensky lever le poing ou parler de son pays, voilà, il y a les larmes qui montent tout de suite parce que ce monde-là, en tout cas, a disparu. On ne sait pas ce qui va advenir, mais pour l'instant, on est au milieu et dans la destruction. Peut-être pour terminer cette émission, crossover entre les podcasts intersaison et histoire en série, j'aurais aimé, Emmanuel Taïeb, vous poser la question qu'a commencé à évoquer Marjolaine de l'inexpérience en politique telle qu'elle est montrée dans la série, puisqu'on l'a bien compris ici, le héros Vassili, qui est interprété par Zelensky, c'est un professeur d'histoire qui va se retrouver propulsé à la tête de l'État ukrainien, qui est quand même un État relativement important d'Europe de l'Est. Et donc, cela va faire écho ensuite, c'est ça qui est très intéressant, avec la vraie vie. Donc on a un passage de la fiction à la réalité d'ailleurs qui se poursuit jusqu'à l'idée que le parti fondé par Zelensky reprend le titre d'ailleurs de la série. Donc ça aussi c'est relativement intéressant. Qu'est-ce que vous, Emmanuel, qui connaissez bien les relations entre fiction et politique, vous pouvez en dire ? En tout cas, moi, je suis rentré dans la série comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt majeur de Serviteurs du Peuple, c'est l'inexpérience. Et donc, c'est la question de savoir comment on fait pour occuper le rôle du président quand on n'est pas un professionnel de la politique. Et tous les premiers épisodes sont consacrés à ça, c'est-à-dire avec les découvertes successives que va faire Vassili, les gaffes aussi. Et donc, il y a évidemment tous les passages obligés. On va lui montrer tout ce qu'il doit apprendre au pas de course. On va lui présenter son staff élargi. C'est comique. Il y a tout et n'importe quoi dans le staff. Il y a même des masseuses ou des masseurs. On va lui expliquer le protocole, à lui et à ses ministres aussi, parce qu'en fait, c'est plein de candides. C'est-à-dire que tous les ministres sont aussi des gens qu'il est allé chercher et qui sont pas du tout des professionnels de la politique et qui vont tous se retrouver bombardés. Donc, il n'y a pas que lui, il y a vraiment la moitié du gouvernement, ce sont des gens qui débarquent vraiment en politique et donc on va aussi leur expliquer comment bien marcher, comment bien se tenir, comment essayer de bien prononcer un discours, de faire des exercices oraux. Donc, il y a un passage comique où il essaye de dire un discours avec des noix dans la bouche, parce que si on arrive à dire avec des noix dans la bouche, on sera encore plus à l'aise quand on les aura plus. Il y a des gags qui peuvent plus ou moins nous parler mais qui doivent parler beaucoup au peuple, aux spectateurs ukrainiens. On lui conseille de rester assis quand c'est le président biélorusse qui est en visite. Par contre, il faut se lever quand c'est Obama et Merkel. Bon, donc on voit aussi des petits tacles sur les pays frontaliers. Et puis peut-être de manière un peu plus sérieuse, en tout cas du point de vue du personnage, en permanence, sa morale et sa vertu sont défiées. C'est-à-dire, c'est ça l'enjeu aussi de la série. Ne pas devenir comme les autres, ne pas devenir comme les autres présidents et ne pas devenir comme les autres élus. C'est-à-dire n'être ni enivré par le pouvoir, ni écrasé. Et donc, Vassili doit en permanence essayer d'abord d'avoir un discours et puis d'imposer son propre discours, d'imposer son tempo, de comprendre qui joue contre lui, et il va progressivement comprendre que son premier ministre joue contre lui, et puis en fait de résister à sa transformation en un homme politique professionnel, de résister à sa transformation en un homme politique corrompu, parce qu'en fait la machine politique fabrique ça. C'est-à-dire qu'en permanence, on va essayer de le corrompre, soit par de l'argent, soit par des services, soit en lui donnant, en lui offrant les services d'une prostituée, soit en lui donnant ce qu'on disait tout à l'heure sur les signes extérieurs de richesse, c'est-à-dire avoir une limousine, etc. Et donc lui va résister. Donc il va aller au palais présidentiel en bus, il va y aller en vélo, il va y aller en pick-up, il va y aller à pied. Au début, il va continuer un peu de faire ses cours, et puis ça se perd un peu. Il retourne plus au lycée. Il va continuer de vivre chez ses parents. Et donc en fait, l'idée, c'est de dire il faut être un président normal. Et donc, progressivement, comme dans Designated Survivor, par exemple, il va évidemment réussir il comprend les règles assez vite, il va s'imposer dans le rôle, il va s'imposer auprès de son entourage, il va acquérir une légitimité. Évidemment, ça va être laborieux, ça va être drôle. Légitimité pour lui, légitimité pour ses ministres. La série est évidemment méta avec tout ce qu'on a dit, mais elle est méta aussi parce que, par exemple, c'est un acteur. Vassili va aller chercher un acteur
acteur pour devenir ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et puis il y a un moment dans le 15e épisode, qui décidément est un épisode important, Vassili dit est-ce que j'ai l'air d'un humoriste, et son ministre lui répond oui. Bon, donc voilà, on dévoile aussi les coulisses, on fait un peu s'effondrer tout le quatrième côté, mais voilà, moi je trouve que l'inexpérience est vraiment bien traitée, que la question des émotions est aussi un peu évoquée, c'est-à-dire tout le ballottement personnel qu'implique de devenir un homme politique. Voilà, lui il est épuisé quand même dans beaucoup d'épisodes. Il a des visions, il dort mal, il fait des cauchemars, il va être ivre et il va faire des bêtises. Il est mélancolique, il est chassé de chez ses parents, il doit résister à des pressions permanentes. Et donc c'est très compliqué. Pour finir peut-être sur cette question de l'inexpérience. Il découvre quand même que c'est évidemment très compliqué de gouverner, qu'il pense avoir les leviers mais qu'il ne les a pas, et donc en fait il est toujours au bord de l'impuissance politique complète. C'est intéressant parce que le générique commence par un soupir, en tout cas il commence par une expiration parce qu'il fait du vélo, mais si vous écoutez bien, ça commence par un comme ça, une espèce d'épuisement. Et donc voilà, la série n'est pas tendre non plus avec ses personnages principaux qui vont rater des coups politiques, qui vont en réussir certains, qui vont être tensés en permanence par les médias, mais ils tiennent bon. Et à un moment, Vassili Petrovitch dit si on a peur, fallait pas commencer. Ils vont lancer une vague d'arrestations de députés, ça fait peur à tout le monde, et lui remotive les troupes en disant si on a peur, fallait pas commencer, sous-entendu, fallait pas y aller. Donc maintenant qu'on est aux commandes, on y va. Effectivement, ça a été plus heurté dans le réel, Marjolaine l'a développé. Dans la fiction, ils y arrivent un peu mieux et ils lancent plein de politiques publiques qui, voilà, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup de politiques publiques intéressantes et de projets intéressant pour l'État ukrainien. Je voulais juste rajouter un micro-truc justement sur cette question de la corruption et de la tentation de la corruption quand on est réellement au pouvoir. Ne pas oublier quand même que Zelensky, avant d'être le chef de guerre que nous admirons tous, a été cité dans les Pandora Papers comme ayant lui-même succombé aux sirènes de l'évasion fiscale. Voilà, donc là encore, les personnages de fiction sont tout à fait merveilleux. Les personnages réels sont forcément plus nuancés, et c'est ça qui les rend aussi tout à fait intéressants. Oui, Zelensky a dépeint un personnage idéal qu'il n'était pas lui-même. Voilà, il n'était pas au même endroit que Vassili Petrovitch. Merci à tous les deux. Ce sera le mot de la fin. Effectivement, Emmanuel Taïeb, vous avez tout à fait raison pour cette émission crossover entre les podcasts Histoire en série et Intersaison. Alors, vous suivez notre actualité sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et à aller foncez découvrir aussi chez votre libraire préféré la revue Saison que dirige Emmanuel et dont Marjolaine fait aussi partie du comité de rédaction. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue que l'on peut montrer sur cette revue semestrielle sur les séries. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission spéciale. Alors, on rappelle que cette série Serviteur du peuple, avec Volodymyr Zelensky dans le rôle principal, est disponible sur la plateforme arte.tv où vous pouvez retrouver les 23 premiers épisodes, en tout cas de la première saison. Comme l'a dit Emmanuel, on attend de voir les 2 autres saisons normalement, puisqu'il y en a eu 3 au total. Et il faut rappeler aussi, on ne l'a pas dit, mais que l'actualité oblige, effectivement, ça fait partie des gros cartons de diffusion. Beaucoup de personnes ont souhaité voir cette série, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elle permet, et qu'on a essayé de vous le montrer pendant toute cette heure d'émission, de bien comprendre l'Ukraine et en tout cas ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup à tous les deux, puis à bientôt. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clear
Such a beautiful blow that populates your body strangely animals. And their song is